Titre du livre numéro 12. Autostop. Auteur Ammar Belmostefawi. Ce livre est dédié à Théo, Marianne et Panda. Bonne écoute et visionnage à vous. 4e de couverture. Quand tout va mal, tout va bien. L'amour, s'il existe, est-il éternel ? Avertissement. Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages est involontaire et fortuite. Je fais tous les jours le même parcours afin de me rendre au travail. Ce matin, je suis en retard. J'ai eu la malchance de croiser mon voisin, qui a pour surnom Chitane. Je ne sais pas pourquoi, mes voisins maghrébins l'appellent de la sorte. Apparemment, mon voisin, son surnom, il l'assume, peu importe. Ce qui compte, c'est le fait qu'il m'a retenu 5 bonnes minutes, 5 minutes de trop. Je n'ai déjà pas tous mes points sur mon permis, je dois être à 4 points. De plus, j'ai déjà réalisé 3 stages de récupération de points. Moi, on me surnomme le chauffard. La route ne pardonne pas. Une seconde d'inattention, et c'en est fini pour vous. J'ai malheureusement déjà perdu des amis de la sorte. Je n'aime pas trop en parler. Je sais que les gens aiment ce genre de détails. Moi, ce qui m'insupporte, c'est de voir les automobilistes ralentir, sûrement par curiosité, pour regarder les dégâts engendrés par la tôle froissée en rapport avec un accident. S'il y a du sang, les personnes sont prêtes à créer un suraccident pour ne pas rater une goutte de sang de ces phénomènes catastrophiques. Le voyeurisme est présent partout. Si vous tombez en panne, les personnes passent, vous regardent, certains klaxonnent, mais rares sont ceux qui vont être dans l'empathie et s'arrêter pour vous aider. En tout cas, je comprends mieux pourquoi les journaux vendent. Le négatif attire. Moi, je dois attirer la poisse ce jour, vu que j'ai croisé mon voisin. Bref, je m'éloigne de mon sujet. Désolé, on me trouve un peu prolixe. Des fois, je pars en conjecture. Revenons à nos moutons. Je reprends le fil de la conversation, ou plutôt de notre échange. Pour rattraper mon retard, je prends ma vieille 307 HDI et je roule à plus vive allure que d'habitude. Pas le choix. Je ne peux me permettre d'arriver en retard au travail. Je connais la leçon de morale. Statistiquement, c'est toujours sur la route qu'on emprunte le plus souvent, qu'on a le plus d'accidents. Je le sais et je reste prudent. Je garde une distance de sécurité entre moi et les véhicules des autres usagers. Je suis sur mes gardes et je ne lâche pas du regard la route. Mon grand-père, avec qui j'étais proche, me disait toujours de me fixer sur mes objectifs. Il disait souvent « Ne fonce jamais tête baissée, tête de linotte ». C'est ce dont je m'applique de faire. Je parle de mon grand-père au passé car il a quitté ce monde à l'approche de ma majorité. C'est lui qui m'a appris à conduire. Au vu et au su de tous, ma famille et même des gendarmes, il m'a appris à conduire très jeune. Cela ne plaisait pas trop à mes parents, mais ils n'en avaient que faire. J'étais son petit-fils et personne, pas même ma grand-mère, n'avait son mot à dire. Nous étions très proches l'un de l'autre, même si des fois, je vous l'avoue, il valait mieux porter un casque à ses côtés. Il avait la claque facile. Il était très dur avec nous tous. Je vous rassure. Il pouvait se contenter de me traiter de tous les noms d'oiseaux, y compris celui de la linotte. Surtout quand je frottais le pare-choc de sa voiture contre les murs. Aujourd'hui, j'ai de nombreux réflexes de conduite et c'est grâce à lui. Le danger, ce n'est pas moi. Je pense que ce sont les autres. Prenez cela comme une assertion. Franchement, entre nous, quand vous voyez une Opel, une Dacia ou Citroën, vous êtes sûr à 99% que c'est un ancien au volant. En général, je double en sécurité. Mais aujourd'hui, j'ai croisé porte-poisse, donc la prudence est de mise. Ce dont je me méfie le plus, ce sont les taxis. Ces professionnels de la route peuvent rester sur la ligne de gauche et rouler à 80 km/h au lieu de 110 km/h ou faire des dingueries sur la route en s'arrêtant en plein milieu de la route ou dans un rond-point, et le tout sans clignotant ou warning. Je critique, mais en attendant, il est vrai que je ne suis pas toujours exemplaire.
Je préfère tout de même rouler derrière un taxi que de me retrouver derrière une voiture sans permis. Il faut que je me calme. Je suis tout de même en retard et j'espère ne pas faire face à de mauvaises surprises pendant mes 30 minutes de trajet. J'ai déjà passé un feu orange et je maintiens ma vitesse à 60 km/h au lieu de 50 en agglomération. Attention, il ne faut pas faire comme moi. Il ne vaudrait mieux pas que je croise des forces de l'ordre car ils vont me déplumer de mon permis. Dire qu'ils font de la répression sur les automobilistes pour notre bien et le bien des autres usagers. Je trouve cela ridicule. Sur le bas-côté, au loin, il se trouve Gilles. C'est mon collègue de travail. Tout le monde se moque de lui tout le temps. Certains de mes collègues sont des bouffons, si je peux me permettre cette expression. Ce mec est bosseur, sérieux, exemplaire. Il a toujours fait son travail et a toujours été un exemple familial. C'est sûrement pour cette raison que les gens le détestent. Trop gentil, il est issu d'une famille catholique. Un peu old-fashion, il porte toujours le même pantalon de velours noir, des chaussettes rouges et sa cravate verte qu'il mêle à sa chemise bleue. Sa veste de costume verte est de la même couleur que sa cravate. Tout son argent, c'est pour sa femme et ses enfants. Peu bavard, je l'ai rarement vu s'énerver ou même parler. Mais quand il ouvre la bouche, ce n'est pas pour rien. Je peux le qualifier de personne introvertie, mais très intelligente. Un bon père de famille. Un exemple pour les autres couples même. Je m'arrête. Il vaut mieux être 2 personnes en retard qu'un tout seul. Et puis, qui sait, cela sera le moment de sympathiser et de plus échanger avec mon collègue qui a 43 ans d'expérience dans la même boîte et qui a moins de 12 mois de la retraite. Je n'ai que 3 ans d'expérience, mais je peux le dire. Je suis le seul à le respecter et à tendre l'oreille quand il a des conseils à me donner. Il m'a formé, il est très pédagogue, et c'est dommage de laisser partir une personne avec un si fort potentiel. L'entreprise va perdre une véritable compétence humaine. C'est le genre de gars qui ne s'est jamais plaint au travail. Et pourtant, Dieu sait qu'il avait de quoi le faire au vu des conditions de travail et les bas salaires que nous avions. Bizarrement, ce jour, il n'avait pas sa serviette en cuir qu'il emporte toujours avec lui. Immobile sur le trottoir, ectomorphe, je l'ai reconnu au loin avec ses lunettes rondes. Je l'ai klaxonné au loin. Hors de question de le laisser en galère sur le bas-côté de la route, quitte à arriver avec lui et à devoir supporter les critiques, les moqueries des collègues. Il m'a reconnu également. Il a légèrement penché la tête en ma direction quand il m'a vu, et tel un zombie, il est monté dans ma voiture côté passager. Sans mot dire, il s'est assis, installé à mes côtés, sans cligner une seule fois des yeux ou me remercier. Autant je roule vite quand je suis seul, mais là, pas question de faire peur à mon collègue que j'apprécie pour sa probité. J'ai donc redémarré le véhicule en souplesse et j'ai eu une conduite un peu plus fluide le restant du trajet. Au bout de 20 minutes de route, nous arrivons enfin à ce fameux tunnel. Si tout se passe bien, que le tunnel n'est pas bouché en ce vendredi matin, nous serons avant 8h30 au travail. Nous y serons à l'heure pour badger. Ce tunnel est long et comme je m'amuse à me le dire souvent, il amène, dans un monde parallèle, une autre dimension, celle du travail. On ne s'est pas trop adressé la parole sur le chemin. Je pense que Gilles devait être stressé d'arriver en retard au boulot. Et puis je m'adapte. Certains n'aiment pas parler le matin. Ils veulent être tranquilles. Moi, je ne suis ni du matin, ni du midi, mais du soir. Pas très compatible avec mon travail. Quand nous entrons dans le tunnel, je sens Gilles se crisper. Il est vrai qu'il ne faut pas être claustrophobe dans ce genre d'endroit. À ce moment, il semble murmurer quelque chose. Pour détendre l'atmosphère, je demande à Gilles s'il fait une prière pour que nous n'arrivions pas en retard. Mon humour ne l'atteint pas. Il semble de plus en plus contracté. Je tente de le rassurer en touchant son bras de manière amicale. D'un mouvement brusque, il me retire ma main. D'un mouvement automatique, il alterne son regard sur le tunnel et sur moi. Il semble me fixer par intermittence.
un vrai psychopathe. Mes collègues avaient-ils raison de se méfier de ce drôle de personnage? En lui demandant de nouveau si tout allait bien, toujours pas de retour de sa part. Il semblait comme un muet qui bouge les lèvres. Il a fini par répéter sans cesse « Autostop, 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 autostop ». Je pense qu'il était temps pour ce pauvre Gilles de commencer sérieusement à arrêter de bosser et de vivre des jours plus heureux plutôt que de se tuer à la tâche au travail. Le front en sueur, il commença à parler de plus en plus fort dans la voiture. Là, je vous avoue qu'il commence sérieusement à me faire flipper ce con. Pourquoi gueule-t-il de la sorte? Oui, je l'ai pris en autostop et alors? Soudain, il arrêta de crier dans l'habitacle. Nous arrivons à la sortie de ce tunnel et j'espère que cela va détendre mon passager que je regrette d'avoir fait monter à mes côtés. J'aurais dû le laisser galérer en bus. Soudain, Gilles se met à me parler plus calmement. Sa voix semble posée et y avoir du sens. Comme possédé, il semble parler au nom de Jean-François, mon grand-père. Jean-François te passe le bonjour. Là où il se trouve, il est apaisé. Fini pour lui les nuits de 4 heures de sommeil et de se tuer à la tâche comme un dingue. Passe le bonjour à la Morissette, surnom que mon grand-père donnait à son épouse. Surtout, pense à déplacer le fond du faux puits qui sert de décoration dans le jardin de la maison familiale. S'ensuit un silence malaisant. Je deviens tout blanc et je frissonne en l'entendant parler de mon grand-père. D'où connaît-il Jean-François? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Pourquoi Gilles n'a jamais abordé le sujet de mon grand-père avant ce jour? La sortie du tunnel est proche. De manière directive, et à en réveiller un mort, Gilles m'a fait sursauter en criant de toutes ses forces « Freine, tête de linotte !» Surpris, ébloui par la lumière du soleil, qui réapparaît brusquement à la sortie de ce long tunnel, sans même prendre le temps de regarder dans le rétroviseur intérieur, je m'arrête net devant la sortie du tunnel. Je stoppe mon auto. Surgissant de nulle part devant ma voiture, à moins d'1 mètre, se trouve une vieille dame qui paraît s'être perdue au milieu de cette voie rapide. Sans réfléchir, je me précipite auprès de cette dame qui semble être hagard. Je lui tends ma main et je la dirige vers mon véhicule stoppé en plein milieu de la voie, devant la sortie du tunnel. À ma grande surprise, plus de Gilles côté passager. Vu la situation, ce n'est vraiment pas le moment de jouer à cache-cache. Surtout que les automobilistes et les poids lourds n'hésitent pas à klaxonner pour me faire comprendre que ma 307 gêne la route, le passage. Gilles a disparu. Je lance mon regard dans toutes les directions, mais je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps sur place ou même de reprendre le tunnel en sens inverse pour retrouver mon collègue. Moi qui voulais arriver à l'heure, je me retrouve avec une vieille dame inconnue dans ma voiture et un collègue qui est reparti à pied dans un tunnel. Je décide de déposer la dame, qui semble ne pas avoir toute sa tête, au commissariat le plus proche et de signaler la situation concernant mon collègue. Le gars est à 1 an de la retraite. Pourquoi prendre de tels risques? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa petite tête? A-t-il pété un plomb? D'où connaît-il mon grand-père? Comment a-t-il fait pour apercevoir la vieille dame sur la route? J'ai tout expliqué à la police. J'ai eu le droit à un café. Ils m'ont pris pour un conteur d'histoires. Ils étaient tous installés autour de moi. Certains étaient dubitatifs, d'autres impressionnés par mon récit. Toutefois, je n'ai pas trop insisté de peur d'être interné en psychiatrie. Quand la police d'autoroute a fini par envoyer la vidéo de mon arrêt en plein milieu d'autoroute, on ne vit personne descendre du véhicule, mis à part moi. On me voit bien m'arrêter brusquement à la sortie du tunnel et monter la vieille dame à l'arrière du véhicule. Pas de trace de Gilles. Après ma déposition, j'ai pu rejoindre mon travail. Maintenant, je me fixe pour objectif d'arriver avant midi à mon poste. J'ai demandé une attestation à la police pour justifier mon absence à mon employeur.
Ce n'est pas tous les jours que l'on retrouve une personne âgée, une vieille dame, qui a le syndrome d'Alzheimer à la sortie d'un tunnel. Cette personne était signalée disparue depuis plus de 48 heures. Gilles, qui m'a fait passer pour un fou devant les agents de police, va m'entendre. C'est moi qui vous le dis. Pour la petite anecdote, après avoir raconté mon histoire, j'ai tout de même eu le droit à un contrôle d'alcoolémie et salivaire. Tous les deux négatifs. Une fois la vidéo de surveillance du tunnel entre les mains des policiers, ils ont fini par me remercier d'avoir sauvé cette vieille dame disparue depuis quelques heures. Les agents ont aussi précisé que si j'avais percuté cette personne et que je n'avais pas freiné suffisamment tôt, j'aurais fini en garde à vue. Ils pensaient que j'étais encore sous le choc. Cela ne m'empêchera pas de passer mes nerfs sur Gilles quand je vais arriver au boulot. Enfin, arrivé sur place, je vois mes collègues qui font à peine attention à mon retard et à ma présence. En temps normal, j'aurais eu le droit à des moqueries du style « Alors, on fait la grasse matinée ?» L'air grave, un de mes responsables, me demande de me rendre tout de suite à la direction. Ça ne sent pas bon. J'espère ne pas me faire virer pour ce retard. Heureusement que je possède un justificatif pour prouver ma bonne foi. Quand je demande où se trouve Gilles, s'il arrivait avant moi au bureau, mon responsable m'indique de ne pas poser de questions et de me rendre à la direction au plus vite. Je m'exécute. Je monte au 5e et dernier étage de l'immeuble. Dans l'ascenseur, je profite de la présence d'un miroir pour remettre ma cravate en place. Derrière moi, je crois apercevoir Gilles qui me sourit. Je sursaute et je me retourne rapidement. Je suis seul. Gilles a dû être convoqué avant moi par la hiérarchie. Ça va chauffer. J'espère que ce taré de Gilles ne va pas me tenir pour responsable de son retard. Ma gorge se noue. Je ne sais même pas si j'arriverai à sortir une phrase de ma bouche. Je toque, on me demande d'entrer. Devant moi, le directeur adjoint de l'entreprise, accompagné de la méchante sorcière des ressources humaines. Il me demande de m'asseoir. Je m'exécute. Je tends la lettre pour justifier mon retard. Le DGA entrouvre le courrier, prend le temps de lire le justificatif quelques secondes, et il finit par balancer la lettre dans la poubelle. La RH me fixe, je suis tout blanc, je baisse la tête. Le directeur adjoint prend la parole. Nous avons 2 minutes à vous consacrer. Comme vous le savez, M. Gilles Tourette, employé numéro 147-215, est décédé cette nuit des suites d'un infarctus pendant son sommeil. Sa femme l'a retrouvé mort dans son lit conjugal ce matin, vers 7 heures. Vous prendrez son poste, son travail, sa fonction à partir de ce jour, après avoir vidé le bureau numéro 14 de son contenu dans un carton prévu à cet effet. Comment leur expliquer que je ne suis pas informé du décès de mon collègue, de Gilles? Je tente de trouver encore un semblant d'humanité dans le regard de ces gens. C'est peine perdue. Pour la première fois, je sens tous mes organes se serrer, mon cœur qui s'emballe ou qui s'arrête. J'ai le vertige, je ne suis pas bien. Une bouffée de chaleur intense s'empare de moi. Je respire mal. Ma bouche est sèche, je sens mon dos se tremper de sueur. J'écoute, tente de ne pas m'évanouir, et je me refais le film de ce matin dans ma tête. Suis-je devenu fou? Ou est-ce que tout ceci est le fruit de mon imagination? Pourquoi m'est-il arrivé cette situation bizarre, étrange? Pourquoi Gilles était à mes côtés en voiture ce matin, peu avant 8h30, alors qu'il était mort dans la nuit? Ce n'était à ne plus rien comprendre. Quand le directeur adjoint, appuyé par le regard de la RH, me demanda si j'avais compris les nouvelles directives, je répondis par l'affirmative. Ils finissent enfin par me serrer la main, ils me félicitent et me souhaitent bon courage pour mon nouveau poste. Je sors du bureau, je m'exécute. Je vide les affaires du bureau numéro 14 dans un carton et je passerai tout le restant de la journée, les yeux rivés dans le vide vers le plafond, à tenter de trouver une logique
à ce qui m'est arrivé ce matin. Il faut croire que nous sommes tous des numéros irremplaçables. Le soir même, je me rends chez ma grand-mère. Cette dernière n'arrêtera pas de pleurer pendant tout le récit que je lui raconterai dans les détails. Nous finirons par aller regarder sous le faux fond du puits qui se trouve dans le jardin. Nous dévissons le couvercle et nous finissons par trouver un livre épais dans un sac plastique très bien protégé des intempéries. Cela fait 3 ans, jour pour jour, que mon grand-père a quitté ce monde et il a laissé derrière lui ce livre qui sont ses mémoires depuis sa rencontre avec ma grand-mère. Chaque détail y est répertorié, depuis leur adolescence jusqu'à son dernier souffle. Cela me fend le cœur. Comment expliquer ce phénomène à mon entourage sans passer pour un déséquilibré? Ma grand-mère serra ce livre fort contre elle et passera les jours qui suivront à lire et relire ce manuscrit écrit des mains de Jean-François, mon grand-père. Quelle belle preuve d'amour qu'il a pu faire, dire qu'il avait caché l'existence de ce livre pendant tant d'années. C'est un exemple pour moi. Tout le monde le disait cœur de pierre. Moi je pense qu'il était un homme brave qui avait du cœur. J'ai voulu pour ma part laisser cet écrit pour ne pas oublier cette expérience et pour vous faire partager mon témoignage de l'existence d'un amour éternel entre mes grands-parents. C'est la fin de ce livre 12, de ce court-métrage, dénommé Autostop. D'autres livres audio arriveront par la suite. En attendant les prochains livres, je vous dis à bientôt.